Bonjour à toutes et à tous. Hervé Boileau, responsable marketing prescription pour Schneider Electric France. Donc, je serai accompagné en co-animation pour ce webinaire avec Bruno Guillaumont de Schneider Electric, directeur stratégique et développement marché, et aussi en co-animation avec Julien Drouet de la société Autodesk, spécialiste BIM, solutions fluides et électricité. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter ce deuxième webinaire 2018, Schneider Autodesk, sur le sujet du BIM. BIM, les bonnes pratiques jusqu'au DOE numérique. Donc, c'est un sujet qui vous intéresse. Vous êtes nombreux à être connectés et avoir répondu très nombreux à cette invitation. Donc, je vous en remercie. Si vous rencontrez des problèmes de connexion, eh bien, veuillez cliquer sur l'icône violet Wedibot et un support vous répondra immédiatement pour vous aider à vous connecter. Comment va se dérouler ce webinaire? On va commencer par une introduction d'une quinzaine de minutes où on répondra bien sûr à ce qu'on va pourquoi l'association Schneider Electric et Autodesk, et nous reviendrons aussi sur l'implication du point de vue normatif et les évolutions dans la filière sur le BIM avec les travaux en cours Schneider Electric et associations. Suivra ensuite le cœur du sujet, une démonstration Revit sur la maquette, et ensuite une séance de questions-réponses. Donc, veuillez poser vos questions via le chat en accès sur ce webinaire et nous y répondrons en détail. Alors, si vous loupez ou si vous n'avez pas la possibilité de suivre l'intégralité de ce webinaire ou tout simplement si vous avez un collègue qui souhaite regarder ce webinaire, sachez qu'ils seront tous enregistrés et seront déposés dans votre espace client. Donc, l'espace client se trouve sur le site www.schneiderelectric.fr et en haut à droite, espace client, vous cliquez directement sur ces liens. Vous enregistrez votre adresse mail, vous faites oublier le mot de passe et vous aurez directement votre mot de passe. Si toutefois vous n'avez pas d'accès, vous utilisez la méthode de création de compte en 4 étapes et vous pourrez créer donc un compte très très rapidement. Vous sélectionnez le métier prescripteur tertiaire, bureau d'études et vous pourrez donc visualiser ces contenus ultérieurement. Donc avant de commencer, une question importante à laquelle nous allons répondre avant de commencer. Pourquoi Schneider et Autodesk s'associent? Schneider Electric et Autodesk collaborent depuis janvier 2015 pour améliorer les pratiques en gestion de cycle de vie des bâtiments. Autodesk fournit des solutions logicielles et services dans le domaine de l'ingénierie et de la construction et Schneider se positionne sur les projets de bâtiments de plus en plus connectés et intelligents. Les deux sociétés s'associent sur le lot technique du bâtiment, ELEC CVC Automatisme du bâtiment, GTB-GTC, pour mettre à contribution les meilleures méthodes et la technologie pour utiliser les techniques les plus avancées de la maquette numérique avec des outils comme Revit, BIM 360, Forge, et aussi pour faciliter la construction de bâtiments plus smart et plus efficaces énergétiquement en intégrant des outils superviseurs adaptés et en intégrant des applications complémentaires, exemple simulation thermique par exemple, en permettant aussi le développement de nouveaux services dans le bâtiment pour un bâtiment plus pratique et plus smart. Bien entendu, dans toutes les phases du projet du bâtiment, de la conception du bâtiment jusqu'à l'exploitation. Dans le cadre du projet Green Valley, les nouveaux bâtiments smart, efficaces, énergétiques de Schneider Electric sur Grenoble, la collaboration de Schneider Electric et d'Autodesk a permis d'avancer sur plusieurs points. Le premier point, et qui traite d'ailleurs, qu'on traite dans les sujets du webinaire, sur la phase amont du projet dans la maquette numérique. La mise en place d'une méthodologie sur la maquette numérique et sur la partie lot technique ELEC, avec l'établissement des réseaux ELEC courant fort et faible directement dans la maquette numérique. L'objectif étant de montrer que le bilan de puissance, le schéma électrique unifilaire, les notes de calcul conformes aux normes NFC 1500 et 15500 soient directement intégrés dans la maquette numérique BIM. C'est possible à condition de suivre une méthodologie adaptée. De deuxième point, l'association Schneider Autodesk, c'est aussi l'interaction entre des solutions d'exploitation, GTB, gestion des énergies et des espaces,
et la maquette numérique, tout en liant les différents outils, fonctionnalités avec la maquette. Les points forts de ces solutions. La maquette numérique joue le rôle de référentiel des datas et le 3D apporte l'analyse des datas, la localisation des équipements, se repérer dans les architectures de réseau, qui commande quoi, qui pilote quoi, faciliter les interventions sur le terrain. Schneider Electric, en lançant en 2018 les architectures du bâtiment intelligent et écostructure, a fortement conscience que BIM est un enjeu majeur dans le développement de ces bâtiments plus smart. Écostructure et les plateformes collaboratives IoT sont bien au service du bâtiment intelligent et connecté à la maquette numérique sur toutes les phases du projet du bâtiment, de la conception à l'exécution et à l'exploitation. Les architectures IoT Schneider Electric, les superviseurs GTB, GTC, gestion des énergies des espaces, répondront à ce cahier des charges et rendront ce bâtiment intelligent et BIM ready. Là, nous voyons un panorama des solutions Schneider Electric adaptées à toutes ces solutions. Bonjour Bruno. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Peux-tu maintenant nous présenter les travaux en cours dans la filière et l'avancement de ces travaux et justement comment on avance sur BIM dans la filière en France? Oui, parce qu'effectivement, donc, dans le cadre de mes fonctions, je coordonne et impulse les initiatives BIM au sein de Schneider Electric France, mais également, je représente la société dans des organisations professionnelles comme le GIMELEC, l'INIES, la FIEC, et qui m'ont proposé comme membre du comité de pilotage PO-BIM du PTNB, et président de la commission exploitation et maintenance de ADN Construction, Association pour le développement numérique dans la construction. Alors, l'usage du BIM se précise, se professionnalise. On a souvent maintenant, en amont des projets, des chartes, des cahiers des charges BIM réalisés par la maîtrise d'ouvrage qui précisent les enjeux et les objectifs BIM du projet. Ensuite, au niveau de la maîtrise d'œuvre, on a des conventions BIM qui vont préciser les cas d'usage, les processus, les équipes, le rôle de chacun, l'infrastructure. Et donc, pour aller plus loin que la phase APS-APD, hein, qui est l'objet du webinaire d'aujourd'hui, je voudrais citer des travaux en cours qui devraient être très utiles pour les futurs projets. Alors, tout d'abord, deux référentiels qui vont aboutir à la fin de ce semestre, un guide méthodologique pour écrire des conventions BIM, donc par Mediaconstruct, et aussi une convention type qui a fait l'objet d'un appel d'offres du PTNB. Donc, dans ces référentiels, on va trouver une liste de cas d'usage. Et par exemple, j'ai pris deux exemples là, mais qui nous intéressent directement aujourd'hui. On a par exemple un cas d'usage qui est la maquette numérique qui est exploitée pour la consultation des entreprises. Donc là, on parle directement de DCE numérique. Ou bien le DOE produit totalement ou partiellement à partir de maquettes numériques. Donc, dans les futurs projets, on va avoir maintenant dans ces documents des attentes précises qui vont pousser à aller un petit peu plus loin avec la maquette numérique que ce qu'on fait aujourd'hui. Au niveau du DCE numérique, je préciserai aussi des expérimentations qui ont été menées dans le cadre d'un appel à projet du PTNB. Et là, on est en phase de retour d'expérience et de valorisation de ces retours d'expérience. Également, en septembre, on devrait avoir des éléments. Et puis, bien sûr, le point sur un chantier important du PTNB, qui est le chantier propriété objet BIM, hein, qui est aujourd'hui à mi-parcours. Et là, l'objectif, c'est travailler la sémantique, avoir une sémantique plus forte pour avoir une chaîne d'information plus fluide tout au long du cycle de vie du projet.
c'est en quelque sorte parler tous le même langage pour qu'on arrive à se comprendre et à travailler efficacement. Donc à droite, vous avez un bilan à mi-parcours de l'AFNOR, hein, qui est le coordinateur là sur ce projet. Alors le bilan est très positif, hein, il peut être un petit peu nuancé, mais il est très positif puisqu'aujourd'hui 242 modèles d'objets génériques ont été établis et 2000 propriétés validées à ce jour par des experts. L'implication des collèges, entreprises et industriels est très forte, moins côté bureau d'études. Donc là, il faut le signaler, c'est dommage. Le lot électricité connectivité a été directement alimenté par les travaux menés au sein du GEMELEC et INES, hein, qui sont les syndicats professionnels pour la distribution électrique automatisée du bâtiment, pour le grand tertiaire pour GEMELEC et petit tertiaire et résidentiel pour INES. Je voudrais aussi préciser que faute de temps, puisqu'il y avait 4 réunions financées par le PTNB, tous les travaux n'ont pas pu être validés par les experts. Donc aujourd'hui, on s'interroge au sein du GEMELEC et d'INES de mettre ces travaux à destination du public, hein, et ouvrir plus largement, voilà, dans la mesure où valider l'ensemble des travaux mettra un petit peu plus de temps et sera dans une étape ultérieure de POBIM. PTNB, il y a quelqu'un qui nous demande à préciser. Pardon ? PTNB, plan de... Alors PTNB, c'est le plan de transition numérique du bâtiment. Alors là, je suis allé un peu trop loin, je crois. Non, je suis allé un petit peu trop loin. Excusez-moi. Alors, il manque un slide, c'est pas grave. Donc là, je voudrais revenir quand même sur des définitions. Bon, il manque. Ouais. Je voudrais revenir sur les définitions de l'objet générique, puisque là, le PTNB va mettre à disposition des acteurs des modèles d'objets génériques. Alors, un objet générique, qu'est-ce que c'est? C'est un objet qui ne fait pas référence à un produit spécifique d'un fabricant, mais qui va contenir des informations, quelques propriétés renseignées. Ces propriétés vont définir les spécifications, les fonctions, les performances, les exigences attendues du produit ou de l'équipement. Donc, bien sûr, ce produit générique n'est pas marqué, hein, on ne va pas trouver de nom de fabricant ou du nom de produit précis, mais il va pouvoir constituer l'attendu du produit et pourra faire partie du DCE numérique. Alors, un petit schéma pour illustrer ça, on a le cycle de vie du bâtiment qui se déroule, hein, avec les différentes phases. Donc, très en amont du projet, on l'a vu dans le premier webinaire, on a besoin de représenter des équipements électriques, des produits électriques. Donc, pourquoi? Pour dimensionner les locaux techniques, pour faire des premiers chiffrages estimatifs. Donc là, on a des objets qui sont positionnés dans la maquette. On en renseigne quelques caractéristiques, comme par exemple la puissance. On continue sur le projet en établissant les réseaux, des bilans de charge. On a vu ça aussi avec Julien dans le premier webinaire. Et si on veut aller jusqu'à un DCE numérique, eh bien, sur ces produits, sur ces équipements, il va falloir sans doute apporter des précisions. On a peut-être des exigences qui sont habituellement dans des CCTP. Et bien là, on va aller sur le produit ou l'équipement en question
et renseigner des propriétés, comme là, par exemple, sur l'exemple d'un transformateur, on veut qu'il soit éco-design et on définit un niveau de perte à vide et en charge. Également, on peut lier à la maquette et aux objets équipements des documents pour entrer un peu plus dans les détails. Et donc là, on va avoir un DCE numérique. Ensuite, on passe en phase construction-réalisation. Dans les phases exécution, à un moment donné, là, l'équipement, le fabricant va être choisi, le produit va être précisé, et auquel cas, on va aller chercher dans les bibliothèques de fabricants les produits qui correspondent aux exigences. Et on va donc venir remplacer dans la maquette les objets génériques par les objets fabricants qui respectent donc les exigences et qui vont pouvoir contenir des propriétés, des caractéristiques supplémentaires spécifiques à ce produit. Et si on continue, derrière, on peut aussi renseigner des propriétés comme par exemple la date de mise en service, qui est importante puisqu'en phase d'exploitation maintenance, c'est elle qui fait démarrer la période de garantie. Et ça va in fine alimenter le DOE numérique. Donc, ceci, on va revenir dessus avec concrètement dans Revit comment ça se passe. Et Julien prend la parole. Juste, je terminerai par ce rappel. Vous savez que Schneider Electric met à disposition une bibliothèque BIM concernant ses offres. Hein, vous le retrouvez soit sur le site prescripteur du bâtiment. Hein. Ouais, prescripteur du bâtiment, soit sur le site de BIM Object. Ouais. Et on vous a laissé les liens sur cette planche. Vous avez les liens, vous pouvez y accéder. Cette bibliothèque, je pense, on peut dire aujourd'hui que c'est la plus large et riche aujourd'hui sur le lot électricité et automatisme du bâtiment. Elle continue à s'enrichir, en particulier si vous y retournez, vous verrez sur le lot courant faible beaucoup d'objets concernant les vannes, actionneurs, contrôleurs, et elle va continuer aussi à s'enrichir. Et puis, effectivement, je terminerai par là. Autant, et ça faisait l'objet de beaucoup de questions lors du premier webinaire, autant la loi MOP pousse à ne pas à travailler sur des objets génériques en amont, hein, autant quand on n'est pas en loi MOP et quand on fait des choix plus tôt dans les projets, rien n'empêche bien sûr d'aller directement chercher dans les bibliothèques fabricants les objets fabricants pour les intégrer dans la maquette, auquel cas on a les dimensions précises, toutes les caractéristiques plus tôt, et sur l'aspect projet BIM, on gagne un petit peu du temps et en efficacité sur la suite. Ok, ben écoute, merci voilà. Bruno pour ces précisions. Bien, bonjour Julien. Bonjour. Voilà, donc revenons maintenant à notre sujet du jour et à la démonstration. Hein, est-ce que déjà tu peux nous préciser ce que tu vas nous montrer dans cette série de webinaires pour commencer, hein, et puis bien sûr nous expliquer le sujet vraiment du jour. Tout à fait. Jusqu'au DOE numérique. Voilà. Alors, en fait, pour rappel simplement, nous avons fait le 6 mars 2018 un premier webinaire pour couvrir les phases APS, APD, donc comment démarrer un projet dans Revit. Donc, ce webinaire est disponible pour revisionner à tout moment. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce webinaire d'aujourd'hui va se focaliser sur la partie réalisation du dossier DCE et le passage en phase exé pour voir un petit peu comment on peut capitaliser sur le travail qui a été fait en phase APD précédemment. Donc, on va couvrir un certain nombre de points, l'actualisation du bilan de puissance, les implantations, et on va aussi développer un petit peu toute la partie calcul et schématique, et on va voir comment on peut résoudre cette problématique dans un workflow BIM. Alors, nous aurons deux autres webinaires qui, eux, seront concentrés sur la partie courant faible, donc avec un schéma identique où on verra comment démarrer un projet courant faible, en essayant de couvrir un certain nombre d'aspects des courants faibles. Ce sera donc le 25 septembre et nous aurons à la fin de l'année un dernier webinaire
qui là se focalisera sur la partie Pro DCE, DOE et éventuellement même exploitation, puisque toute la logique d'exploitation de la maquette numérique en phase d'opération et maintenance sera couverte dans ce webinaire, et notamment le lien éventuel vers une GMAO et ainsi de suite. Alors, pour démarrer en fait cette démonstration, on va commencer par voir un petit peu comment on utilise nos objets génériques normalisés. Donc, il s'agit donc des objets qui aujourd'hui sont développés par le groupe de travail du GIMELEC et sont déposés dans un groupe privé sur le site de BIM & Co. Donc, BIM & Co propose en fait un plugin dans Revit qui permet d'accéder directement depuis Revit à ces objets. Et vous voyez que, par exemple, on va travailler avec cet exemple du transformateur, on retrouve en fait un certain nombre de propriétés qui sont classées par nature de propriété, et par défaut, on a la possibilité en fait de charger un objet qui lui va être très simple, avec peu d'informations, puisqu'on est vraiment on part du stade APD où on n'a pas encore renseigné énormément de choses. Donc on a, comme le disait Bruno tout à l'heure, la puissance, on a des informations liées aux dimensions, puisque dans ces phases d'avant-projet, c'est surtout la partie dimensionnement qui nous intéresse. Mais on se cantonne, on va dire, on se limite à cela. En revanche, lorsqu'on passe en phase DCE, on va commencer à être beaucoup plus précis, et typiquement, par exemple, pour répondre aux exigences du cahier des charges qui est d'avoir un transformateur éco-design, on va être amené à ajouter des informations. Donc là aussi, le plugin de BIM & Co permet en fait de venir dans un objet préexistant charger des propriétés complémentaires. Donc là, par exemple, pour répondre aux exigences d'éco-design, des propriétés, des paramètres liés aux pertes à vide, pertes en charge. Et en fait, une fois qu'on a rajouté ces propriétés, on voit qu'elles apparaissent. Donc là, on a la classe thermique, le couplage et le niveau de perte en charge exigible que l'on a la possibilité de renseigner. Et vous voyez qu'on conserve l'intégralité des propriétés que l'on avait précédemment. Donc c'est simplement en fait l'enrichissement de l'objet préexistant qui est tout à fait possible avec cet applicatif, et donc qui permet de couvrir ce premier besoin. Alors, ensuite, deuxième phase, effectivement, on repart de notre projet APD et on va voir un petit peu comment on gère la partie réalisation des plans d'implantation, où il faut amener naturellement beaucoup d'informations et implanter l'ensemble des éléments. Donc, vous avez ici sur notre fameux projet Green Valley, oui, d'ailleurs, petit aparté, donc le projet utilisé pour cette démonstration, c'est donc le projet Green Valley à Grenoble, projet réel, et la maquette qui est utilisée a été mise à disposition par Schneider en tant que maître d'ouvrage pour les besoins de cette présentation. Et cette maquette a été réalisée par le bureau d'études Artelia, qui a fait un travail assez remarquable en termes d'utilisation de Revit dans le cadre de l'électricité. Et donc, on est amené effectivement à venir renseigner et implanter de plus en plus d'éléments à l'intérieur de cette maquette. Donc là, par exemple, notre fameux transformateur qu'on a enrichi au préalable, on vient le connecter à notre DGBT, et vous avez pu voir que on a un certain nombre d'équipements qui sont installés dans cette première zone du bâtiment, et il va soit qu'il va falloir continuer à travailler de la sorte sur l'ensemble du bâtiment, puis sur l'ensemble des niveaux. Donc là, on a basculé sur une vue d'éclairage, on était sur une vue plutôt force au préalable, et là, même chose, dans le travail à réaliser, on va venir créer le circuit d'éclairage qui, pour le moment, si on regarde la nomenclature de l'armoire sur lequel viendra se raccorder ce circuit d'éclairage, ce circuit n'existe pas. On a une puissance consommée inférieure à 4 kVA pour le moment connecté sur ce tableau avec 16 circuits. Donc là, en fait, Revit permet, comme on l'a vu déjà précédemment lors du précédent webinaire,
de créer en fait l'ensemble des départs. Et donc là, on vient rajouter en fait un départ d'éclairage en sélectionnant les différents éléments constitutifs de ce circuit, y compris la boîte de dérivation. Et on vient créer le circuit en cliquant sur le bouton circuit, Power dans la version anglaise. Et on vient sélectionner l'armoire sur laquelle l'armoire qui accueille ce départ. Et vous voyez que dans la nomenclature de la dite armoire, le circuit a été rajouté, le EC017, avec la charge totale correspondant à la somme des charges de chacun des luminaires. Et vous voyez que la nomenclature est mise à jour. Or, ce tableau étant lui-même raccordé au TGBT, on a la certitude de la prise en charge de ce nouveau circuit dans le bilan de puissance totale. Et donc, vous pouvez imaginer qu'en procédant de la sorte sur l'ensemble des circuits, des équipements, on va faire évoluer notre bilan de puissance. Et pour reprendre l'analogie qui avait été faite lors du, enfin pas l'analogie, mais le workflow qui avait été proposé avec l'utilisation de charges fictives, ben en fait, on vient mettre à jour et on vient supprimer au fur et à mesure les charges fictives lorsque l'on a implanté effectivement les vrais terminaux. Alors, dans cette partie, je voulais aborder un point qui est quand même assez important et souvent sujet à de nombreuses questions. C'est comment on fait pour gérer toutes les gaines à barre et, bon, si on reste dans le domaine de Schneider, les fameux Canalis. Alors, dans notre maquette, en fait, Artelia avait créé une famille assez intéressante de Canalis qui permettait de répondre à un certain nombre de besoins. Et là, en fait, on vient ce Canalis, en fait, placé verticalement, donc c'est pour ça qu'on peut le voir sur cette coupe, vient en fait desservir et alimenter les armoires d'étage. Et ce Canalis alimente également un Canalis à l'horizontale qui lui alimente des circuits d'éclairage. Et là où la famille qui avait créé Artelia est intéressante, c'est qu'ils avaient rajouté en fait au bout un connecteur de chemin de câble qui permet en fait d'obtenir un comportement assez similaire au chemin de câble. Et de mon côté, je me suis permis de modifier en fait la catégorie d'objets de ce Canalis pour en faire un tableau et non pas un équipement lambda ou un terminal. Du coup, ça permet en fait d'avoir pour le Canalis un comportement similaire à un tableau électrique et donc de pouvoir lui raccorder dessus des charges et le raccorder lui-même éventuellement à un autre Canalis pour avoir en fait une gestion de ces gaines à barre similaire à ce qui est fait effectivement dans la réalité. Et vous voyez qu'en fait, notre fameuse colonne montante alimente donc notre Canalis placé ici à l'horizontale, Canalis d'éclairage simple, sur lequel on est venu raccorder, on va venir raccorder les différents luminaires placés dans la pièce. Et on est exactement, en fait, on reproduit à l'identique de la réalité le comportement de notre installation électrique, incluant des Canalis. Donc là, vous voyez, on a créé notre circuit. On vient préciser que ce circuit est alimenté par notre Canalis d'éclairage, qui lui-même est alimenté par la colonne montante. Et ça permet, in fine, d'avoir une prise en compte, encore une fois, globale de l'ensemble des charges qui sont impliquées dans notre process. Donc voilà, c'est l'objet de cette courte vidéo était vraiment de vous montrer que la gestion et l'utilisation de Canalis dans le cadre d'une maquette numérique et en particulier avec Revit, c'est quelque chose de tout à fait possible. Alors, l'un des gros intérêts de la maquette numérique, naturellement, c'est l'exploitation des données BIM et en particulier la capacité en fait à extraire des données de notre maquette sous forme de nomenclature, ce que Revit fait très bien. Donc, pour créer une nomenclature, c'est très simple. On vient sélectionner la nature de la catégorie d'objets que l'on souhaite avoir dans notre nomenclature, ici nos luminaires, et on est en mesure en fait de sortir immédiatement une liste
complète de l'ensemble des luminaires existants dans notre maquette, que l'on peut trier, organiser comme bon nous semble, par niveau, par pièce et ainsi de suite. Et donc, ouais, en l'occurrence ici, on a fait un tri d'abord par niveau et ensuite par pièce. Alors, on aurait pu les classer par type de luminaire, par exemple. C'est vraiment comme on le désire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans une interaction complète, c'est-à-dire qu'on sélectionne une ligne de notre nomenclature, on lui demande de nous l'afficher dans le modèle, immédiatement, il nous l'affiche, on peut faire une modification, la nomenclature va être mise à jour et ainsi de suite. Et cette nomenclature, dans un objectif de métré précis pour alimenter par exemple un outil de métré qui serait utilisé par l'entreprise ou pour faire du chiffrage, on a la possibilité en fait cette nomenclature de l'exporter pour créer un fichier Excel. Donc l'export se fait au fichier texte, mais Excel est très intelligent et c'est effectivement importer lui-même du fichier texte en respectant toute la mise en page. Donc c'est quelque chose qui se fait sans aucun souci. Et vous voyez qu'en quelques instants, notre fameuse nomenclature à l'intérieur de Revit est devenue un fichier Excel qui reprend l'ensemble des informations qui étaient affichées dans la nomenclature pour permettre éventuellement une exploitation future, on va dire, pour alimenter soit un logiciel de chiffrage, soit un logiciel de métré de façon très simple. Sachant que si on veut automatiser ces choses-là, Dynamo le fait très bien. Et sinon, il y a aussi de nombreux plugins qui existent pour exporter de façon encore plus intuitive et plus évidente, on va dire, la partie nomenclature. Alors, hop, je me demande si, je crois que c'est passé. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc, dernière étape, on va dire, du DCE que je souhaitais couvrir, c'est tout ce qui va être mise en page, export et plateforme collaborative. Alors, pour cette partie, une des grandes forces, naturellement, de Revit, on l'avait déjà aperçu la dernière fois, c'est sa capacité à créer en fait des présentations, des mises en page de façon très simple. Donc, il s'agit simplement de créer une nouvelle feuille avec un cartouche qui est préparé, on va dire. Et en fait, ce que l'on souhaite avoir dans notre mise en page, ça va être notre vue, un simple glisser-déposer de la vue à l'intérieur du cartouche. La mise en page est quasi terminée. Il manque simplement le glisser-déposer de la légende correspondante. Alors, tout fonctionne naturellement avec une mise à l'échelle. Donc ici, la nomenclature est un petit peu petite. Au lieu d'être au centième, on la passe simplement la nomenclature au 50e pour qu'elle soit un petit peu plus lisible. Et voilà, la mise en page est faite. C'était l'espace de quelques secondes et elle est prête à être imprimée. Alors Revit a quelque chose d'assez intéressant, c'est sa capacité à créer en fait des jeux de feuilles, des jeux de publication en fait. Et simplement, on peut créer autant de jeux que l'on souhaite et venir cocher les documents que l'on va souhaiter publier ou non. Et cette information en fait est stockée dans la maquette. C'est-à-dire qu'on va voir un petit peu plus tard qu'elle va resservir dans d'autres circonstances. Là, en l'occurrence, une fois qu'on a créé ce jeu de publication, si on veut exporter tous nos plans au format DWG pour pouvoir ne pas se couper du monde d'AutoCAD, puisqu'on a bien conscience que tout le monde ne travaille pas encore avec la maquette numérique. À un moment donné, il faut être en mesure de pouvoir échanger. Toutes ces mises en page, on va pouvoir tout bêtement les exporter en venant sélectionner notre jeu de publication que l'on a préparé et immédiatement vous avez l'ensemble des DWG que vous avez sélectionnés qui ont été créés avec aussi un DWG séparé pour chaque fichier lié correspondant. Lorsque l'on ouvre la maquette, voilà, on obtient effectivement un vrai fichier DWG
avec les présentations que l'on retrouve, qui sont sans aucun souci respectées, et avec une gestion des calques qui est complètement personnalisable pour pouvoir correspondre en fait à éventuellement des besoins de respect de charte graphique. Alors, si c'est plus le PDF qui nous intéresse, on va simplement imprimer au format PDF en utilisant par exemple l'outil fourni avec Windows 10. Et donc, en fait, là, même chose, on vient sélectionner le jeu de feuilles que l'on souhaite. On peut modifier éventuellement directement aussi ce jeu de feuilles pour, là, en l'occurrence, n'imprimer en PDF qu'un seul fichier, c'est celui que l'on a mis en page précédemment. Et vous voyez qu'on a une fidélité par rapport à la vue que l'on pouvait avoir dans Revit qui est complète et qui permet donc d'observer et de créer en fait notre document au format PDF. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Autodesk, depuis quelques semaines, met à disposition un outil qui s'appelle le Desktop Connector ou Autodesk Drive, je crois. Et cet outil, en fait, permet de venir sauvegarder directement le fichier Revit sur notre plateforme collaborative BIM 360. Et en l'occurrence, dans l'outil BIM 360 Docs. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai sauvegardé mon fichier directement depuis Revit dans Docs. Et comme j'avais sauvegardé au préalable mon jeu de publication, de façon automatique, dans Docs, j'ai la possibilité de retrouver toutes mes présentations qui se sont créées automatiquement, donc toutes les mises en page. Donc, je les retrouve en fait dans la partie plan de Docs. Et vous voyez que j'ai aussi une partie fichier de projet. Et là, en l'occurrence, ce que je vais retrouver, ce sont mes fichiers Revit, donc l'ensemble des fichiers liés. Et même chose, je retrouve ma maquette, donc disponible sur cette plateforme collaborative cloud, et avec naturellement la possibilité d'interagir avec cette maquette, créer des annotations, faire des levées de réserve, créer des réserves et ainsi de suite. Et là, en l'occurrence, cette plateforme BIM 360 propose un outil module qui s'appelle Film Management, qui vous permet, là pour le coup, d'agir directement sur la maquette avec des checklists, avec la création de fiches de non-conformité et ainsi de suite, avec le suivi, l'état de la non-conformité ou de la réserve. Tout ça, c'est disponible dans un mode collaboratif. Alors, simplement, si cet aspect vous intéresse en particulier, tout l'aspect suivi, on va dire, pour la partie électrique en phase exé avec des outils collaboratifs, nous allons mettre dans les prochaines semaines en place un webinaire qui traitera spécifiquement de cet aspect. Donc, restez, tenez-vous prêts, vous serez informés de cet autre webinaire. Alors, voilà. Maintenant qu'on a créé en fait notre DCE, il y a un heureux élu qui est devenu l'entreprise titulaire du lot électrique qui, elle, va pouvoir faire toute la phase exé. Et donc, dans cette phase, ça fait 2 fois que, en cliquant, je ne clique pas au bon endroit pour démarrer ma vidéo. Voilà. Et donc, on va reprendre en fait notre histoire de transformateur, mais cette fois-ci pour voir comment, effectivement, en phase exé, on passe d'un objet générique à un objet fabricant. Alors, je pense que ça va être une grande surprise pour vous. On va aller choisir un transformateur Schneider. Et donc, depuis Revit, vous allez retrouver là aussi un applicatif BIMobject. Donc, BIMobject, c'est la plateforme collaborative, la plateforme de contenu sur laquelle Schneider a placé son contenu fabricant. Et depuis donc l'interface de cette plateforme, via le plugin, on va être en mesure d'aller chercher le transformateur que l'on souhaite, à savoir notre fameux transformateur EcoDesign, et on vient charger donc la famille dans Revit. On sélectionne le type
que l'on souhaite. Donc, vous voyez que là, pour le coup, des propriétés, on en a quand même une bonne quantité. Donc, ça permet effectivement de pouvoir s'assurer que les spécifications du CCTP sont effectivement respectées. Et le remplacement se fait de façon très très simple dans Revit. On sélectionne l'objet générique. Avec le sélecteur de type, on vient choisir le type du transformateur Schneider que l'on souhaitait. Et le remplacement se fait de façon immédiate, sans aucun souci. Et on avait une connexion entre le transfo générique et notre TGBT. Cette connexion est conservée du fait des caractéristiques électriques identiques. Encore heureux, puisque l'idée, c'était de respecter les prescriptions du cahier des charges. Et voilà, on a tout bêtement transformé notre objet générique en objet fabricant. On vient s'assurer que les caractéristiques sont bien les mêmes. On est bien sur ce que l'on souhaitait au niveau des classes de perte de charge en A0 à K. Donc, on est sur des pertes de charge à 120 degrés inférieures à 10 000, comme on le souhaitait. Donc, voilà. Les propriétés disponibles, donc, naturellement, sont consultables directement sur Revit. Et on retrouve effectivement toutes les informations que l'on a pu brièvement apercevoir tout à l'heure sur la plateforme BIMobject. Donc voilà, je dirais le passage de objet fabricant, enfin objet générique à objet fabricant se fait de façon très simple. Alors vous allez me dire, on n'a pas encore parlé des études d'éclairement. Effectivement, décidément, effectivement, les études d'éclairement, c'est quelque chose qui est également tout à fait envisageable avec Revit. Et comment on va procéder? Alors, je sais très bien que, en général, les électriciens apprécient beaucoup l'outil Dialux pour faire des études d'éclairement. On est toujours dans notre logique de je crée de la donnée BIM pour qu'elle soit exploitée avec les bons outils. Et bien là, typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter en fait la géométrie, les espaces, les différents espaces que l'on a créés dans notre maquette. On va les exporter au format GBXML pour qu'on puisse en fait les utiliser sans aucune ressaisie dans Dialux. Donc là, voilà, on bascule dans Dialux. Vous voyez que l'import GBXML se fait sans aucun souci et on va retrouver tous nos espaces qui ont été créés directement dans Dialux. Donc dans Dialux, on vient choisir les luminaires que l'on souhaite. Donc là, en l'occurrence, sur notre projet Green Valley, le choix avait été fait de luminaires de la gamme Omega de chez Thorn. Donc Dialux vous propose son implantation, vous faites vos calculs. L'objet, c'est pas de faire une démo de Dialux, mais simplement, voilà, une fois qu'on a fait tous ces calculs, on est en mesure de s'assurer ou de modifier les implantations de luminaires qui avaient été faites à la phase initiale, pendant les phases d'avant-projet en DCE. Et ensuite, exactement comme on a fait avec le transpo, pour remplacer notre luminaire, on vient simplement en fait sélectionner le luminaire et choisir ensuite le type, la nouvelle famille, donc là en l'occurrence du confort panel LED en 36 watts, pour remplacer tous les luminaires dits de type A dans notre projet. Alors, deuxième exemple, là, on a un autre type de luminaire, les luminaires de type I. La même chose, on vient les sélectionner tous dans notre vue ou dans l'ensemble du projet à la rigueur. Et même chose, sélecteur de type, on vient choisir là du Indy Quattro. Et voilà, nos luminaires ont été remplacés. Et ce, conformément en fait aux études d'éclairement qui ont été faites avec le logiciel adéquat. Et vous voyez que si on consulte les propriétés de notre objet, on a bien un objet fabricant, en l'occurrence ici un objet de Thorn. Alors, maintenant, on va parler calcul. On a parlé brièvement calcul d'éclairement. En ce qui concerne les calculs,
on va pas vous raconter d'histoire. Revit n'est pas l'outil idéal pour faire tous les calculs liés à l'électricité pour des raisons normatives, parce qu'il existe énormément de calculs qui doivent être réalisés, et aussi parce que Revit, par définition, en fait, s'arrête à l'intérieur de l'armoire, enfin à l'entrée de l'armoire, et ne s'intéresse pas forcément à ce qu'il y a dans l'armoire. Pour ce faire, il y a des outils qui le font très très bien, et à commencer par Ecodial. Alors, aujourd'hui, Ecodial est c'est la solution de Schneider pour faire des calculs normalisés de section de câble, chute de tension, des jeux de barres, choix des protections. Il y a un développement qui est en cours de réflexion et qui va se faire pour liaisonner en fait Ecodial avec Revit. Alors vous avez ici un aperçu d'Ecodial. L'idée en fait va être tout simplement que cette image qui est extraite d'Ecodial, qui correspond en fait à l'unifilaire des données d'entrée qui sont nécessaires pour réaliser les calculs, toutes les informations de cet unifilaire soient directement extraites de Revit. Donc ça, c'est quelque chose qui va sans doute arriver bientôt. Et une fois qu'on a cet unifilaire, Ecodial va être en mesure naturellement de faire l'ensemble des calculs, notamment calcul d'ICC, vous avez tous les calculs nécessaires et vous proposez la solution adéquate. L'idée sera naturellement, une fois que tous les choix auront été faits, les calculs réalisés, de réimporter le résultat de ce calcul à l'intérieur de Revit. Alors, ce type de solution existe déjà aussi sur le marché au travers de certaines solutions. Donc, vous avez par exemple le Canecobin de chez Alpi, qui permet là pour le coup de réaliser de faire un petit peu la même chose que ce qui va arriver avec Ecodial, c'est-à-dire extraire les données de Revit pour les mettre dans CanecoBT, faire l'ensemble des calculs et réintégrer ensuite les informations à l'intérieur de la maquette. Donc ça, c'est quelque chose qui est existant. Alors, j'aurais pas dû faire ça. Excusez-moi 2 secondes. On va reprendre juste. Voilà. Et il y a aussi un autre outil qui va arriver incessamment, qui s'appelle LISBeam, qui est développé par BBS Lama et qui propose là aussi une intégration à l'intérieur de Revit. Donc, BBS Lama en fait a utilisé les API de Revit pour intégrer en fait leur outil de calcul LIS, ELEC, à l'intérieur de Revit pour permettre de réaliser les calculs comme il se doit. Alors, dans le PPT, donc le PowerPoint, vous voyez, c'est l'erreur que j'ai faite précédemment. En fait, j'ai mis des liens sur les images. Donc, vous aurez la possibilité d'accéder directement aux différents sites. Alors, il existe aussi des add-ons de solutions bien connues, comme Magicat, par exemple, qui propose un module électrique qui, lui aussi, permet de faire des calculs normalisés. Vous avez la même chose aussi chez Stabiplan, avec Stabicat pour Revit, qui propose, lui aussi, dans son module électrique, un ensemble de calculs. Donc, l'idée, encore une fois, c'est ma donnée, elle est créée, stockée dans Revit, pas forcément calculée comme il se doit, avec les outils qui vont bien. L'idée, c'est simplement de la mettre à disposition des outils qui ont pignon sur rue et qui savent faire, qui sont reconnus par chacun des métiers, et de faire ces calculs avec ces outils pour ensuite réintégrer la donnée à l'intérieur de la maquette. Alors, ça vaut aussi pour la partie schéma unifilaire. Vous avez tous noté que Revit ne savait pas faire des schémas unifilaires comme à partir des calculs ou comme un certain nombre de logiciels sont capables de faire. Il n'en demeure pas moins que la donnée étant présente à l'intérieur de la maquette, c'est quelque chose de possible. Et je voulais mettre en avant une solution qui s'appelle Algotech, qui est capable d'extraire là aussi la donnée de vos projets Revit pour en fait
en créer un fichier Excel, puisqu'il travaille en fait avec un fichier Excel qui est créé à partir de la maquette numérique et qui va permettre derrière de générer l'ensemble des schémas que l'on pourra ensuite réintégrer à l'intérieur de Revit. Alors pour info, Algotech peut aussi servir pour ensuite alimenter des outils de calcul comme Ecodial ou CanecoBT ou autres. Alors, voilà, je rementionne également que cette partie schéma unifilaire, c'est quelque chose que propose le CanecoBT, donc CanecoBIM, ainsi que les add-ons que l'on a vus précédemment, fournis par Magica et Stabiplan. Alors, pour les calculs d'éclairement, 3ds Max qui est présent dans notre AEC collection vous permettra là aussi de faire des calculs d'éclairement de façon assez avantageuse, avec la possibilité de créer une grille personnalisée et faire l'ensemble de vos calculs, en utilisant d'ailleurs le format FBX d'échange. Alors vous avez un applicatif qui s'appelle Elum Tools, qui est très très bien intégré à Revit, qui fait des choses assez similaires à ce que propose Dialux, mais complètement intégré dans Revit. Par contre, par rapport à Dialux, effectivement, c'est pas un outil gratuit. Et puis, toujours, Magica et Stabiplan, au travers de leur plugin pour Revit, proposent en fait un lien bidirectionnel avec Dialux, c'est-à-dire que vous exportez la géométrie, vous faites vos études dans Dialux et vous réimportez l'ensemble des données avec la création automatique des luminaires, avec les bonnes caractéristiques à l'intérieur de Revit. Donc ça, c'est quelque chose qui existe aussi au travers de ces plugins. Alors, je voulais terminer naturellement sur le DOE. Alors, en général, quand on parle de fourniture de DOE numérique, il y a un format qui est incontournable, qui s'appelle l'IFC, qui est le format ouvert du BIM. Et Revit va vous permettre, naturellement, à l'issue de votre projet, de créer votre DOE numérique au format IFC. Donc, en fait, ça se fait de façon très simple. On exporte dans Revit. J'attire votre attention sur le fait que souvent, on dit « ouais, mais on a très peu de propriétés ». Dans l'interface, au moment de l'export, il faut s'assurer simplement que la petite case export des property sets de Revit est bien cochée. Et si vous cochez cette petite case, dans l'export, comme vous allez le voir ici, là, je suis dans le viewer FBIM du CSTB, lorsque l'on charge en fait le fichier IFC qui a été créé, donc par exemple si on retrouve on retrouve notre transformateur, vous voyez qu'une fois qu'il est sélectionné, on a bien toutes les informations qui étaient présentes dans les propriétés de Revit, donc toutes les informations liées à l'objet en particulier, les informations d'identité et également les informations électriques, avec notamment les pertes en charge que l'on avait ciblées pour cette démonstration. Donc voilà, on est en mesure de supporter l'ensemble du workflow, y compris la création du DOE numérique. Alors, on arrive au terme de cette présentation. On voulait savoir simplement, vous poser quelques questions en fait au travers de sondages. Et la première d'entre elles, tout bêtement, c'est est-ce que ce webinaire a répondu en fait à vos attentes? Donc, on va vous laisser quelques secondes ouais, pour répondre. Effectivement, il ne faut pas que j'oublie de cliquer sur lancer. Voilà, super, merci. On va laisser encore quelques... c'est où qui a marqué le pourcentage de votants, 70%. Ouais. Ok. Alors, deuxième question. On va fermer celui-là. Deuxième petite question. Voilà. Est-ce que du coup, vous souhaitez être recontacté, soit par... non, c'est pas celle-là. C'est recevoir de la communication. Pardon, excusez-moi. J'ai anticipé la question d'après. Donc, voilà. Ouais, super, merci pour votre retour. On continue encore un petit peu. Voilà. Alors, donc, troisième question.
vous inquiétez pas, il n'y en a pas 12. Hein. Donc ça, c'était Voilà. la communication d'Autodesk. Donc la même chose Pour Schneider. pour Schneider. Ok, super, super, super. Ok, top. Ok, voilà. Alors, souhaitez-vous être contacté Voilà. par un expert BIM d'Autodesk. Ok. Ok, super. Ah. Alors, même chose, mais côté Schneider Schneider. électrique. Ok. Et puis, je crois qu'il en reste une. Il en reste deux. Voilà, ça, c'est une question assez intéressante. Quelle est la proportion des projets où vous êtes amené potentiellement à utiliser du BIM? Ça permet aussi d'avoir une idée de l'état du marché actuel, de l'adoption des affaires avec les projets du BIM. BIM sur les projets. Alors là, effectivement, je pense que ça peut dépendre aussi des phases. C'est peut-être plus souvent utilisé en phase de maîtrise d'œuvre, d'études. Et dernière question. Voilà. Ok. Eh bien, super. Écoutez, c'est parfait. On vous remercie. Donc, on va passer à la séance de questions-réponses. Voilà, on en a sélectionné quelques-unes. Alors, Julien, je réponds aux premières et puis voilà. peut-être tu… Et puis, pour info, simplement, sachez que l'ensemble des questions seront traitées. Donc là, on va pas avoir, compte tenu de l'heure, la possibilité de répondre à toutes les questions qui ont été posées. Donc, n'hésitez pas à continuer à en poser d'ailleurs. Mais sachez que on répondra à l'ensemble des questions à travers d'un document qui sera mis à votre disposition. Sur les espaces clients, même endroit que la présentation et les assets. Très bien. Donc, le PTNB, bon, on l'a dit, plan de transition numérique du bâtiment. Comment fait-on pour avoir le logiciel BIMenco? Alors, bon, BIMenco a ses offres et vous pouvez directement les contacter. Ce qu'on a fait au sein du Gimelec Ignace, on a créé sur leur plateforme un espace privé collaboratif où l'ensemble des fabricants, on a travaillé sur la définition des propriétés et des objets. Et c'est donc cet espace privé qu'on envisage à ouvrir plus largement. Et si certains parmi vous sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter, on vous mettra en relation et on vous donnera les autorisations en intercédant auprès du Gimelec. Point lié, quel est l'intérêt d'utiliser BIMenco, sachant que pour votre exemple, le transformateur présente ces données sont déjà présentes dans la bibliothèque de base de Revit. Bon, on est peut-être allé assez vite, mais il faut voir que, par exemple, sur le transformateur, de mémoire, on a une cinquantaine ou une soixantaine de propriétés qui vont bien au-delà de ce qu'il y a aujourd'hui dans les modèles dans Revit. Pareil sur les tableaux, les TGBT, on peut avoir des propriétés comme est-ce qu'on a un TGBT communicant ou pas, est-ce que la maintenance se fait par derrière, par sur le côté, l'indice de service, est-ce que c'est débrochable? Donc il y a beaucoup plus de propriétés vraiment que ce qu'on trouve aujourd'hui dans les modèles Revit, et certaines de ces propriétés peuvent faire l'objet d'exigences, donc comme on disait, pour le spécifier en phase amont du projet. Ce qui est important, juste, je préciserai, c'est qu'effectivement,
les propriétés que vous allez retrouver sur les objets de BIM & Co sont le fruit d'une réflexion et d'un travail commun de l'ensemble des acteurs de la filière électrique pour savoir quelles étaient les propriétés qui devaient potentiellement pouvoir se trouver dans un objet. Alors, peut-être que dans notre démonstration, on a ciblé 3 propriétés qui pouvaient potentiellement exister sur des familles Revit, mais clairement, ça ne sera pas toujours le cas. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir au moins ces propriétés qui font objet d'un consensus. Les outils autour de Canalis, la manipulation effectivement des canalisations préfabriquées. On reviendra à le prochain séminaire, mais effectivement, côté Schneider, on développe un outil pour mettre en œuvre donc le Canalis dans les projets. Également, comme on a dit, sur Ecodial et aussi sur un logiciel de dimensionnement électrique, mais on reviendra plus précisément lorsqu'on sera plus proche du lancement sur le marché sur ces points-là. Question un petit peu à cheval, et puis Julien, du coup, ça permet aussi de faire une transition si tu as quelques questions. Est-ce que ces équipements HTB existent-ils en famille Revit? Donc, je te laisse répondre pour Revit, sachant que pour Schneider, on a pas mal d'offres disponibles, que ce soit sur le SM6, sur le RM6, disponibles sur notre plateforme, mais de ton côté? Alors, la gamme Stibil, non, pas particulièrement. Ce qui a été, ce que vous voyez apparaître effectivement dans le projet, sur la moyenne tension, oui. Alors, sur la moyenne tension, en fait, on va retrouver par défaut des familles de cellules HTA, donc que l'on est susceptible de retrouver dans des postes de transformation. Pour rien vous cacher, ces objets sont dits génériques, mais si on les observe bien, on se rend compte qu'il y avait un modèle derrière qui est assez proche de la gamme de produits de Schneider. Donc sur les familles d'objets français, on va retrouver aussi au niveau HTA, on a essentiellement des cellules, on a éventuellement des groupes électrogènes, ce genre de choses, mais même s'il y a peu de groupes électrogènes qui fonctionnent en moyenne tension. Donc, on n'a pas énormément d'objets génériques qui correspondent à la HTA, notamment aussi parce que, effectivement, Revit historiquement s'intéresse au bâtiment et à l'intérieur du bâtiment, en dehors des équipements qui peuvent se trouver dans le poste de transformation, on descend vite en basse tension à l'intérieur d'un bâtiment. Donc, ça, je dirais que c'est un terrain à défricher. Alors, sur les connecteurs objets installation électrique, à quoi correspond la charge apparente, puissance apparente ou puissance apparente foisonnée? Alors, effectivement, la charge apparente, c'est la puissance apparente, on va dire, foisonnée en utilisant le coefficient que l'on peut appliquer sur chaque type de charge. Donc, en fait, lorsque vous créez un connecteur électrique dans Revit, vous avez la possibilité de lui appliquer, en fait, selon le type de charge, un coefficient d'utilisation ou de foisonnement qui va venir s'appliquer sur l'ensemble des équipements électriques qui ont la même définition et qui ont ce même type de charge. Donc voilà, c'est pour répondre à cette question. Alors, peut-on extraire les valeurs des métrés, distance récepteur armoire, dans l'espace directement depuis Revit? Oui, puisque lorsque vous créez en fait un circuit électrique entre une armoire électrique et un récepteur, vous avez la longueur de ce circuit qui se génère de façon automatique. Cette longueur de circuit, alors j'insiste sur le fait que c'est la longueur de circuit, pas nécessairement de câble. Donc la longueur du circuit est quelque chose qui, depuis la version 2018, est modifiable et personnalisable. Donc on peut s'assurer du trajet que va utiliser le circuit
depuis l'armoire électrique jusqu'au récepteur. Et comme cette information est stockée dans la maquette, comme toutes les informations qui sont stockées dans la maquette, c'est quelque chose que l'on peut extraire. Et dernière question peut-être, parce qu'on arrive au bout là. Est-ce que l'on peut mettre des formats de feuilles différentes, A1 et A0, dans le jeu de PDF? Oui, bien sûr, puisqu'en fait, lorsque vous créez votre jeu de publication, vous allez choisir quelles sont les feuilles et les présentations que vous voulez générer. Et du coup, vu que sur chacune des présentations, on va pouvoir générer indépendamment, je dirais, l'échelle. Donc, la génération du PDF va pouvoir, si vous faites un PDF multifeuille, vous pourrez très bien avoir des A0, des A1, des A3, des A2, enfin ce que vous voulez à l'intérieur de votre jeu de feuilles. D'accord. Une dernière question pour Bruno. Oui, enfin, il y a pas mal de questions qui arrivent. Juste, je voulais dire sur Stevie, l'aspect GTB, etc. Oui, il y a pas mal de questions dessus. Le prochain webinaire sera sur ça. Le dernier, celui de décembre. Celui de décembre. Le webinaire de décembre va traiter essentiellement de cette question-là. Donc, ne le loupez pas. Autrement, bon, il y a quelques, par exemple, les 242 modèles génériques du PTNB vont être mis à disposition. Oui, vous avez une plateforme nationale Croquis qui a été mis en place très récemment par le PTNB. Derrière, tout ce travail de pré-standardisation sur les propriétés sera bien sûr accessible sur la plateforme. D'accord. Eh bien, pour conclure, voilà, donc juste un rappel sur les prochains rendez-vous. Ouais, donc n'oubliez pas la date du 25 septembre, mettez ça dans vos agendas. Donc bien sûr, dans ce cadre de ce webinaire, nous avons montré l'aspect DCE numérique jusqu'au DOE numérique et l'enrichissement de la maquette numérique sur les phases pro DCE Exe. Hein. Nous espérons bien sûr que ce webinaire vous a apporté des éclaircissements et méthodes et n'hésitez plus à revenir vers vos interlocuteurs locaux Schneider Electric pour vos projets BIM. Nous saurons vous conseiller dans vos projets sur les orientations à mener et bien sûr, si vous avez des questions sur les outils avec Autodesk, vers vos interlocuteurs Autodesk. Hein. Vous avez été nombreux à vous connecter. Encore merci. Merci à tous les participants. Les questions étaient nombreuses. On va y répondre. On les déposera dans les espaces clients. Merci encore à vous de votre attention et merci aussi pour tous vos retours. C'était vraiment super. Donc, vous allez recevoir un email de remerciement pour vous aider à vous connecter pour aller télécharger les différents assets. Donc, rendez-vous au prochain webinaire le 25 septembre et notez aussi celui de décembre. Mettez ça dans vos agendas. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.